Aujourd'hui, on va donc compléter notre étude du filtrage bayésien et en particulier, on va voir les filtres à particules qui sont pour la plupart des gens beaucoup plus faciles à comprendre que les fils de Kalman. Je ne sais pas si votre compréhension du fil de Kalman commence à faire son chemin. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, avec la leçon sur le filtre à particules, vous allez être capable d'avoir une vision complémentaire de ce qu'est le filtrage bayésien. Et on va aussi voir en particulier les filtres qu'on dit Rao-Blackwell qui sont basés sur des méthodes statistiques un peu plus avancées. On va poursuivre donc l'étude des filtres du filtrage bayésien. Cette idée le concept donc de vouloir améliorer l'estimation de la pose en utilisant l'information qui nous proviennent des mesures, soit des mesures extéroceptives ou proprioceptives, ainsi que les commandes qui sont envoyées aux actionnaires. Donc, on va utiliser un maximum d'informations pour, rappelez-vous, notre information est une ressource très précieuse et dès qu'on peut l'exploiter, on va le faire, même si parfois l'information est très bruitée. Rappelez-vous que la fusion de capteurs, on est capable de mitiger en partie le bruit en disant on va mettre plus l'attention sur l'information qui est plus précise que celle qui est moins précise. Aussi, j'aimerais aborder brièvement les différents types de localisation qu'on traite. Il y a ce qu'on appelle la localisation qui est faible. Et c'est vraiment, quand on dit faible, c'est vraiment au ras des pâquerettes. C'est le concept de dire est-ce que j'ai déjà été ici? Donc, on ne cherche pas à avoir une position X, Y, Z par rapport à un repère global. On veut juste savoir est-ce que je suis déjà passé ici. C'est l'équivalent du petit pousset, vous savez, là, on place des petites roches par terre. Les roches n'ont pas de numéro ici. Mais si on voit qu'on retombe sur une roche qu'on a déposée, ben on sait qu'on est déjà passé par là. Donc, on peut le faire en théorie en déposant des marqueurs au sol. Il y a certains algorithmes, justement, qui vont se baser sur le fait qu'ils ne maintiennent pas une carte de l'environnement. C'est des algorithmes de type bug 0, 1 et 2 qu'on ne voit plus dans le cours d'ailleurs. C'est un algorithme qui était quand même assez simplet et plus ou moins intéressant. Par contre, dans la reconnaissance de lieu, ici, on va attribuer, si vous voulez, des numéros à différents endroits et on veut dire est-ce que la photo ou le scan LIDAR en ce moment correspond à un endroit que j'ai déjà vu. Et c'est ce qu'on appelle donc le place recognition. C'est un élément qui est très important pour venir faire la fermeture de boucle. Mais ça ne nous sert pas à nous localiser en X, Y, Z. C'est juste nous dire est-ce que deux sites sont les mêmes ou non. Mais c'est un concept qui est très, très important. La localisation forte, elle, c'est vraiment de dire je veux avoir une coordonnée X, Y, Z par rapport à un repère global quelconque. Et on l'exprime par notre équation de probabilité. Donc, quelle est la probabilité d'être dans l'état XT, l'état étant la pose actuelle du robot, sachant l'historique des mesures et l'historique des commandes. Et on a vu avec le filtrage bayésien qu'on peut décomposer ça de façon itérative pour simplement prendre la dernière mesure, la dernière commande et venir faire notre mise à jour de l'estimé, donc de l'état X de T. Donc, localisation faible, localisation forte. La localisation forte, c'est celle qu'on travaille vraiment dans le cours. Elle se décline en différentes difficultés croissantes. Donc, la partie la plus facile en termes de localisation, c'est ce qu'on appelle le pistage, en anglais le tracking. C'est lorsqu'on connaît approximativement la pose initiale ou, si vous voulez, la pose précédente. Et on fait l'hypothèse qu'on a une distribution qui est unimodale. Donc, on sait à peu près où est-ce qu'on se situe. Tout ce qu'on vient faire, c'est raffiner notre estimé au fil du temps à mesure que les commandes arrivent, que nos mesures arrivent. On va mettre à jour notre estimé de la pose. Un peu plus complexe, c'est la localisation de type global. C'est lorsqu'on, par exemple, on a une carte de l'environnement, on allume le robot, mais le robot n'a pas idée où il se situe. Alors là, je ne peux pas dire je suis à la coordonnée 00 par rapport au repère global. Non, non, ici, c'est vraiment de dire j'ai un repère global. Puis là, je dois me débrouiller. C'est un peu comme si je vous avais pris, je vous avais mis dans un sac, je vous avais téléporté dans un environnement, je vous donne la carte et là, je vous sors du sac, puis là, vous devez rapidement trouver où est-ce que vous êtes situé. Donc, dans ce cas-ci, on ne connaît pas la pose initiale X0. Ce que ça se traduit aussi fréquemment, c'est simplement de dire ma distribution sur la connaissance X0, elle est uniforme à la grandeur de la carte. C'est une façon aussi de le dire. Et on va voir aujourd'hui une façon de résoudre ce problème-là de localisation globale qui est quand même assez difficile. Ça va être à l'aide d'un filtre à particules.
car le filtre à particules lui, va pouvoir supporter des distributions de croyances sur la pose du véhicule qui sont multimodales, donc plusieurs sommets dans cette distribution-là. Finalement, il y a le problème du kidnapping, qui peut sembler un peu loufoque, mais qui est quand même très important. C'est l'idée que le robot, à l'instant T, se fasse téléporter sans avertissement à un endroit aléatoire sur la carte. Est-ce que ça se peut? Non, ça se peut pas qu'un robot se fasse téléporter. Mais ce à quoi ça correspond, ce cas de figure-là, c'est le cause que notre système de localisation s'est mis à diverger et essentiellement nous donne maintenant des réponses qui sont complètement erronées. Donc, par exemple, je faisais du pistage, du tracking, mon fil de Kalman étendu s'est mis à diverger, les positions non plus, dans le fond, sont essentiellement loufoques. Donc, c'est comme si le robot avait été téléporté au moment que le filtre diverge. Et la grande difficulté du kidnapping, c'est qu'il faut implémenter un algorithme qui va détecter quand le robot s'est fait téléporter, essentiellement quand l'algorithme de pistage s'est mis à diverger. Donc, on a si vous voulez, la suite logique. On commence avec une localisation globale, on fait du tracking, on a un algorithme qui tourne pour détecter le kidnapping. Lorsqu'on se rend compte que le filtre diverge, ce qu'on fait, c'est qu'on réinitialise dans le fond l'algorithme de localisation globale. Donc, on va mettre nos particules, par exemple, un peu partout. C'est ce qu'on va voir. Et on va essayer de se relocaliser. Et lorsqu'on va avoir trouvé une position qui est relativement, disons, unimodale, là, on peut passer maintenant à un algorithme de tracking comme le filtre de Kalman. Passons maintenant donc à ce fameux filtre à particules. Et comme je vous le dis, il est beaucoup plus facile à comprendre que le filtre de Kalman. Mais rappelez-vous, c'est quand même, comme un filtre de Kalman, c'est un filtre bayésien. Donc, les deux, c'est vraiment les mêmes équations qui vont intervenir, c'est juste qu'on va les résoudre d'une façon complètement différente. Donc, si on se rappelle, pour le filtre de Kalman, on avait des hypothèses. On se disait, j'ai des bruits gaussiens partout sur mes déplacements, sur mes mesures, et aussi, je peux représenter mon état comme étant une distribution multimodale. Unimodale, multivariée, sur plusieurs variables. Si notre système est linéaire, on prenait un fil de Kalman. Si il est non linéaire, on prend un fil de Kalman étendu ou on avait aussi le filtre non parfumé UKF. Ce qui est intéressant avec les filtres UKF, c'est qu'ils sont rapides à exécuter. On en avait quand même parlé brièvement la semaine passée, puis la semaine. Et juste pour vous donner un peu une idée de l'ordre de grandeur des calculs, l'ordinateur de contrôle du guidage pour la mission Apollo dans les années 60, donc on parle de 67, 68, 69, c'était un ordinateur qui roulait à 2 MHz avec l'équivalent de 2 cas de mot mémoire de 16 bits. Donc, c'était pas grand-chose. On voit ici d'ailleurs l'interface qu'ils utilisaient pour envoyer des commandes à l'ordinateur. Aussi, au niveau de la mémoire ROM, c'était une mémoire qui était assez limitée, donc à peu près 36 K de mémoire que là, 16 bits en ROM. Et c'était stocké non pas dans des chips, non pas dans des disques durs. Ça n'existait pas. Les chips existaient à l'époque, mais pas les disques durs. Donc, c'est vraiment à l'aide de ce qu'on appelait des Call Rope Memory. Ça veut dire qu'on avait des personnes, et fait intéressant, c'était souvent des femmes d'un certain âge qui étaient bonnes à tricoter, qui devaient littéralement tricoter le code qu'on leur donnait. Si le fil passait dans le tort de ferrite, ça représentait 1, par exemple. S'il passait en dehors, c'était un 0. Donc, ils devaient tracer à la main tous ces bits-là, donc à peu près l'équivalent de quasiment 2-3 millions de bits qui étaient tracés à la main. Et après ça, c'était vérifié. Et après ça, c'était coulé dans l'époxy. Quand on parle de code freeze, c'était littéralement un code freeze ici. Il n'y avait pas question de changer un bit à la dernière minute. Vous voyez comment on est gâté aujourd'hui avec nos compilateurs just-in-time et compagnie, alors qu'à l'époque, c'était vraiment le code était gelé 1 ou 2 ans à l'avance. Les méthodes de filtre à particules sont des méthodes de type Monte-Carlo, magnifique région près de la Méditerranée, qui est réputée pour ses banques, mais aussi pour ses casinos. Donc, ça va être des algorithmes qui sont basés sur la pige de nombres aléatoires. On va échantillonner au hasard des points, des mesures, puis on va faire des moyennes, on va faire des statistiques là-dessus par la suite pour être capable d'obtenir la valeur qu'on veut obtenir. Ils ont été développés principalement durant les années 40 lors du projet Manhattan qui servait à fabriquer les premières armes atomiques. J'ai mis un lien ici si vous êtes intéressé à en savoir plus sur cette partie-là du projet de Manhattan. Et ça va nous permettre donc, pour des problèmes multivariables qui n'ont pas de solution analytique, d'avoir des estimés. Par exemple, vous avez ici une équation là,
pas une équation, mais une fonction pour laquelle on veut calculer l'air sous la courbe. Vous avez la partie donc en bleu, c'est la partie qu'on cherche à estimer. Et imaginez là, que je n'ai pas la solution analytique là, de ce que c'est cet air. Donc, ce que je peux faire, c'est en pigeant des points au hasard, je vais prendre mon marqueur ici. L'idée derrière les méthodes Monte-Carlo, imaginez que je m'installe à peu près à, je ne sais pas moi, à 3 mètres du mur. J'aurais fait imprimer, j'aurais fait imprimer cette image-là, ce carré. Alors, imaginez maintenant que j'arrive et je vais prendre une couleur rouge. Voilà. Et là, je me ferme les yeux et je lance des dards. Les dards vont arriver un peu partout au hasard dans la figure, un peu en dehors aussi. Je n'ai pas un très bon visu, j'ai les yeux fermés. Voilà. J'ai tiré mes dards au hasard. Et après ça, ce qu'on va faire, on va venir les compter. Par exemple, j'ai 1, 2, 3. Oh, je ne vais pas mettre ça. Pas bonne idée, ça, de prendre la même couleur. Oh, pardon. Pas une bonne idée de prendre la même couleur. Je vais prendre le vert. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, j'ai 16 points dans la partie blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai 10 en bas ici. Donc, essentiellement, ce qu'on peut dire, c'est que l'air sous la courbe ici, c'est environ 10 divisé par 10 plus 16 fois l'aire du rectangle ici. C'est la manière de procéder. Donc, clairement, ce n'est pas une solution exacte, mais c'est quand même pas si mauvais. Si on veut améliorer les statistiques, c'est pas compliqué. Rappelez-vous, c'est tout le temps l'incertitude sur le genre d'évaluation comme ça, c'est souvent une fonction de 1 sur racine carrée de n. Bon, il s'agit juste de tirer plus de dards et notre incertitude sur notre évaluation d'air va diminuer. Mais ça ne reste qu'une approximation. Mais si vous vous rappelez, en cours de robotique mobile, on est très content des approximations, on veut des réponses relativement rapidement. Et ce processus-là de pige et de compte se fait clairement en parallèle. Donc, c'est facile à paralyser du code relié à des estimations de Monte-Carlo. Donc, quand même un avantage intéressant. Donc, petit rappel, les deux équations qu'on cherche à estimer avec notre filtrage bayésien. Donc, il y a la première équation qui est la prédiction. Donc, j'ai mon équation de progression dans le temps, ou le motion model, souvent, pour un véhicule qui se déplace. Et j'ai mon équation de mise à jour ici. Là. On voit ici la vraisemblance d'une mesure Z sachant un état. Ce sont les deux équations ici qu'on va estimer en utilisant les méthodes de Monte-Carlo. On voit ici des exemples justement de ces piges-là. J'avais fait ça au début de la session, il y a environ à peu près, lorsqu'on parlait des modèles de déplacement, c'était il y a à peu près 4-5 semaines. J'avais donc, chacun des points ici, ça représentait une simulation où je partais du point de départ et en faisant des pas vers l'avant avec des déplacements brutés, j'obtenais des trajectoires qui étaient différentes pour chacune des simulations. Une particule, essentiellement, ça va être une simulation du véhicule. Donc ici, j'ai fait 100 piges et on voit 100 trajectoires, c'est l'équivalent de 100 particules. Et vous voyez comment on est capable d'avoir une distribution échantillonnée. La position elle est faite un peu en forme de banane, cette distribution-là, lorsqu'on met des déplacements linéaires avec des erreurs angulaires. Donc, c'est clairement une distribution non gaussienne. Dans la situation, ce qu'on faisait du fil de Kalman étendu, ce qui se passait quand on faisait l'approximation que cette distribution-là, on pouvait grosso modo la capturer à l'aide d'une distribution normale. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez ici des échantillons ici qui sont mal représentés par rapport à une distribution normale qui, elle, doit être quand même pas assez. Elle est symétrique. Donc, on ne peut pas avoir une partie ici. On voit que c'est asymétrique comme distribution. Donc, notre filtre de particules, je le dis, c'est une simulation. On peut le voir aussi comme étant une hypothèse, puis une hypothèse sur l'état de notre système. Donc, par exemple, si j'ai un robot qui opère dans un plan XY, on a donc la coordonnée X, la coordonnée Y et l'angle du robot. Donc, ça va être la IM particule va avoir son propre vecteur qui va représenter l'hypothèse. Et en plus, on va rajouter une nouvelle variable qui est le poids W qui va être associé à chacune des particules. Et ce poids-là, qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter, si vous voulez, la confiance qu'on a sur l'hypothèse. Un poids plus élevé veut dire que j'ai confiance un peu plus en cette hypothèse-là, puis un poids plus faible, j'ai un peu moins confiance en cette hypothèse-là. Et le fait, ce qu'on va faire, on va avoir un nombre fixe en général de ces particules-là. J'utilise la variable C ici pour le nombre de particules. Et on va avoir des techniques un peu plus tard là, qui vont nous permettre de faire varier le nombre de particules en fonction du temps. Mais essentiellement, on va faire l'hypothèse ici que notre nombre est fixe. Et ça, c'est un choix qu'on fait
en fonction de la difficulté du problème, le nombre de dimensions, par exemple. Vous avez ici des exemples de distribution de particules pour représenter une distribution unimodale, ce qui, en passant, n'est pas la bonne chose à faire, mais c'est juste pour illustrer la chose. Donc, vous avez en haut ici la distribution que je cherche à représenter et j'ai pigé des particules au hasard. J'aurais donné un poids qui était proportionnel, si vous voulez, à la hauteur de la distribution ici. Donc, ma représentation maintenant, ce n'est plus la ligne en bleu ici, qui est une fonction. C'est vraiment les particules ici. Donc, vous voyez quand même, au niveau mémoire, il y a quand même une grande consommation. Ici, la distribution normale, je peux la représenter avec une moyenne et un écart type, donc c'est 2 valeurs numériques, alors qu'ici, je dois utiliser ces échantillons pour être capable de représenter la même distribution. Donc, ce n'est pas très efficace. Par contre, c'est très flexible. Vous avez ici un autre exemple de représentation. La raison pourquoi je montre ces deux représentations-là, c'est pour vous illustrer comment pour un même problème, pour un instant donné, si j'ai utilisé une random seed qui est différent, je vais avoir des représentations qui sont différentes. Mais en moyenne, elles vont être, si vous voulez, à peu près tous équivalentes. La flexibilité de la représentation des distributions par des particules est vraiment mieux illustrée lorsque je prends cette fonction de distribution-là un petit peu bizarre. J'ai deux distributions uniformes de hauteur différente avec une triangulaire ici. Clairement, je ne peux pas représenter ça avec une distribution normale, mais avec des particules, vous voyez comment je vois des particules qui ont des poids zéro, des particules qui ont des poids qui sont un peu plus conséquents ici. Mais vous voyez aussi que si je n'ai pas assez de particules, ça se peut que je n'arrive pas à bien échantillonner. Et ici, je n'ai pas réussi, dans la représentation 2, je n'ai pas réussi à capturer cette partie-là de la fonction. Donc, c'est un des problèmes. Si on n'a pas assez de particules, on peut parfois en échapper des parties de distribution. Alors, dans le fil de Kalman, si vous vous rappelez, on avait une matrice covariance P qu'on devait maintenir explicitement. Ça nous disait c'était quoi la confiance qu'on avait sur notre estimé en cours de l'état. Ça capturait aussi les différentes corrélations entre les différentes variables d'état. Dans le fil de particules, ça va être plutôt, la variance va être implicite. Ça va être sur la dispersion des particules qu'on va venir voir cette variance-là. Et le fait que ce soit une représentation implicite nous permet de représenter des distributions arbitraires en termes de complexité. Par exemple, je peux avoir des distributions en forme de banane ici, là, ou des distributions multimodales. J'ai mis l'équivalent de 2 distributions normales ici. Donc, j'ai deux sommets, donc 2 modes. Et le concept de variance ici ne fait pas de sens. Je pourrais avoir, si je dessine, je pourrais dire, ma variance, elle est représentée un peu comme ceci. Hein? Ça veut dire, si je voudrais avoir une distribution normale qui capture ces deux-là, ça serait une distribution qui est comme celle-ci. Mais vous voyez comment le sommet de la distribution est situé à un endroit où la probabilité est nulle pour ces distributions-là. Donc, vous voyez comment la Gaussienne est très mal adaptée pour cette situation-là. Par contre, la distribution normale, elle, n'aura pas de problème. La distribution par particule n'aura pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va échantillonner. On va avoir beaucoup de points ici. On va avoir beaucoup de points là, de particules. Puis on n'aura pas de particules entre les deux. Notre fil de particules, comme les fils de Kalman, va opérer en 2 temps, donc une partie prédiction et une partie mise à jour. Lors de la mise à jour, ce qu'on va faire, on va prendre les commandes de déplacement et on va simplement, si vous voulez, faire rouler la simulation, on va faire avancer le véhicule, donc la particule va se déplacer. Et après ça, on va utiliser les mesures Z pour venir pondérer le poids W de chacune des particules pour dire est-ce que cette particule-là, est-ce que l'hypothèse qu'elle représente, est-ce qu'il est vraisemblable ou non? Donc, voici le code de notre filtre particule. Donc, la première partie, c'est la simulation. C'est important ici, on va simuler avec du bruit. Donc, pour chacune des particules, on va piger des nombres aléatoires qui vont présenter le bruit, une instance de bruit qui est réalisée sur le déplacement. Donc, je vais déplacer chacune de mes particules avec un bruit avec une réalisation différente du bruit. Notez qu'elles utilisent toutes les mêmes distributions, la même valeur d'écart type et de moyenne sur les bruits. Ensuite, on va prendre une mesure. On va incorporer l'information de la mesure via la mise à jour. Donc, vous voyez, ce qu'on vient faire essentiellement, c'est pondérer le poids W par la vraisemblance de la mesure selon l'hypothèse qui soutient la particule, donc le X de I. Après ça, on va faire une normalisation pour avoir une somme des W qui est égale à 1 pour avoir une distribution de probabilité qui est valide. Ensuite, on va calculer un terme effectif de particules. J'en parle pas tout de suite beaucoup.
parce qu'on va le voir tout à l'heure. Mais essentiellement, lorsque notre nombre effectif de particules tombe en bas d'un seuil, on va faire ce qu'on appelle du rééchantillonnage. Ça correspond à la situation. J'ai beaucoup de particules, par exemple, qui ont des poids W qui sont égaux à 0. À partir de ce moment-là, c'est des particules qui ne servent plus à rien en termes de contenu d'information. L'hypothèse est à 0. Donc, on va simplement les éliminer et on va réutiliser, dans le fond, des copies de particules qui sont valides pour ensuite venir réenrichir la diversité dans notre filtre. Donc, commençons par la première étape, le déplacement du système. Comme je le dis, c'est une simulation. Il est vraiment comme une simulation. Donc, vous connaissez le modèle du système. Vous avez l'équation f de x, par exemple, ici. Vous avez l'état de qui est contenu dans la particule. Vous avez la commande qui est envoyée. Vous avez la distribution du bruit. Et là, on vient simplement venir déplacer le système en fonction de cette équation-là, qui est une équation qui peut être linéaire ou non linéaire. Ici, on va l'appliquer directement. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas besoin de faire de linéarisation, je n'ai pas besoin de calculer de jacobienne. Je vais directement appliquer la fonction avec du bruit aléatoire. On va répéter cette équation-là pour chacune des particules. Donc, chacune des particules, la valeur ici va être différente. Le reste ici, c'est constant. Mais n'oubliez pas, on va réaliser des valeurs différentes de bruit pour chacune des particules. Donc, par exemple, pour un robot 2D, on va dire, je fais un déplacement, par exemple, delta D qui va être bruité, et j'applique mes fonctions usuelles de déplacement là, en fonction de l'angle du robot. Donc, petite différence, lorsqu'on faisait le fil de Kalman, lorsqu'on propage l'état, le bruit n'intervenait pas directement. On avait la matrice de changement d'état, donc phi. On avait la matrice de commande. On appliquait la commande et on obtenait maintenant le nouvel état. Alors, dans le Kalman étendu, c'était simplement d'appliquer directement la fonction f de fonction non linéaire, alors qu'ici, dans la particule, on doit faire intervenir le bruit. Donc, c'est une des différences fondamentales entre les deux approches. Aussi, je le répète, pas de matrice de covariance dans notre filtre à particules. Donc, un exemple très simple ici, j'ai deux particules x1 et x2, j'ai une vitesse constante, j'ai un petit bruit sur l'angle, un petit bruit sur la vitesse. Et ce qui va se produire, donc, par exemple, j'ai une particule ici, x1, qui est située à cet endroit-ci, avec la flèche qui indique la direction. Suite au déplacement, donc c'est la même commande qui est appliquée dans les deux situations, mais la position à x de k plus 1 va être différente de par le fait que le bruit qui est appliqué va être légèrement différent, mais aussi que la position de départ de la particule x1 n'est pas la même que la position de départ de x2, puisque dans le fond, c'est deux simulations qui sont différentes. Aussi, petite clarification, là, dans les essais précédents, je ne faisais qu'une seule pige, je devrais corriger ça pour l'avenir, là, mais pour éviter des corrélations subtiles, vu que vous avez trois variables d'état, x, y, θ, il faut piger trois nombres. Donc, souvent, ce que les gens font, c'est lorsqu'ils font un déplacement en 2D, on va voir notre position de départ, on va piger un premier bruit sur l'angle, si vous voulez, qui correspondrait à la moitié de l'écart type. Donc, on fait une rotation aléatoire du système, donc, par exemple, une rotation dans cette direction-là. On va faire un déplacement ici avec une légère avec un petit bruit ajouté. Et après ça, on va faire un autre pige de bruit pour venir faire une petite modification de l'angle. De sorte en ayant trois piges, trois variables aléatoires, trois variables, x, y, θ, trois piges. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de corrélation qui est induite. Donc, des exemples ici de simulation. On voit ici, par exemple, pour un bruit en translation de 5, ce sera en centimètres. Ici, en angle, c'est probablement sur, je ne sais pas si c'est des degrés, des radians, j'ai oublié de mettre l'unité ici. Mais on voit donc, à mesure qu'on se déplace, oui, ici, 100 cm, 200 cm, 300, 400, on voit comment les particules se dispersent. C'est normal, on perd si vous vous rappelez, lorsqu'on fait des déplacements, on se ferme les yeux, l'incertitude ne fait qu'augmenter. Comme ici, la représentation de l'incertitude, elle est implicite, c'est via la dispersion des particules. Donc, il faut absolument que les particules, au fil du temps, se dispersent à mesure qu'on se déplace. Donc, la question, donc un bruit sur XY induit un autre bruit sur θ. L'idée, c'est que si vous avez trois variables, vous faites deux piges, il va y avoir des corrélations subtiles entre X, Y et θ qui vont se générer. Puis ça va, dans le fond, ça va venir rendre le filtre moins performant. Alors que si vous décorrélez bien les bruits, le système ne va pas commencer à chercher des corrélations dans les bruits, par exemple.
Un autre exemple ici, vous voyez, j'ai mis plus de bruit en angle que sur la translation. Donc, c'est là qu'on obtient ces fameuses distributions-là en forme de banane. Et vous voyez comment la banane grandit à mesure que la distance parcourue augmente. Ici, dans une situation où j'ai beaucoup de bruit en angle et en translation et en angle, on voit ici, c'est une banane qui est très évasée. C'est important de voir comment chaque point ici, ça représenterait ma particule. Donc, vous voyez comment ça se disperse à mesure qu'on se déplace. C'est important encore là ici de bien modéliser les choses. Ici, on doit modéliser les bruits. Donc, je veux dire, quand je fais mon déplacement simulé, je pige un nombre aléatoire, puis je viens corrompre mon déplacement. Et c'est important de bien, faut que nos particules couvrent bien l'espace, disons, possible de notre robot. Là. Imaginez, j'ai un robot à une dimension ici, donc c'est sur la flèche de temps. La position réelle du robot, c'est le point en rouge ici. Et au début, disons que j'utilise des particules autour. Disons que le robot démarre à la position 0, je mets des particules un petit peu au hasard autour de 0. Mais si mes bruits en déplacement ne sont pas suffisamment grands dans ma simulation par rapport à la réalité, ce qui se peut, c'est que les particules, vous voyez ici comment les particules ne couvrent pas bien la position réelle du robot. J'ai probablement ici sous-estimé le bruit. On va arriver à une situation où, à un moment donné, les particules ici, lorsqu'on va venir faire la vraisemblance, la vraisemblance de la mesure en fonction de la position des particules va être 0 essentiellement. Donc, toutes mes particules vont avoir un poids de 0. Donc, mon fil va être, si vous voulez, va avoir dégénéré. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la petite tête ici. Là. Pour moi, le filtre ne fonctionne pas. Alors, c'est préférable de surestimer le bruit de sorte à, si vous voulez, maximiser la couverture, la chance que la couverture des particules vienne englober la position réelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je veux qu'il y ait une particule qui soit proche de la position réelle. Donc, c'est important ici. Dans le pire des doutes, surestimer le bruit, ne le sous-estimez jamais parce que vous allez avoir des problèmes. Donc, ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, maintenant, c'est la mise à jour. Donc, on va vouloir incorporer l'information qui nous provient de nos capteurs, principalement les capteurs extéroceptifs. Et c'est là qu'on va venir faire réduire l'incertitude. Si vous vous rappelez, dans le fil de Kalman, c'est là que la matrice de covariance diminue. Ici, ce qui va arriver, c'est que de façon implicite, la dispersion des particules va venir diminuer. Mais c'est important. On ne va pas déplacer les particules. Je déplace les particules lorsque je fais la prédiction. On va pondérer les poids après ça avec la mise à jour. Donc, si la dispersion se rétrécit, c'est simplement parce que le poids des particules qui sont très, très loin, le poids W va tomber à 0 essentiellement. C'est comme si elles disparaissaient. C'est un peu comme si on les éliminait de notre distribution. Donc, par exemple, pour un filtre ici relativement simple, pour vous illustrer la force des filtres à particules pour être capable d'utiliser des fonctions qui sont non linéaires et ici une fonction qui va être non bijective. Donc, au début, je vais initialiser mon filtre en mettant des particules un peu partout en disant je suis perdu. Donc, c'est un peu une situation de localisation globale. J'ai mis des particules 1 à 6 ici. Rappelez-vous ma bonne fonction de capteur pour le capteur infrarouge Sharp qui nous retournait des voltages là, en fonction de la distance ici. Et là, je vais simplement faire la mise à jour. Disons que je n'ai pas fait de déplacement pour la première itération. Donc, notre filtre, ce qu'on doit faire ici, c'est prédire les mesures. On va utiliser la fonction du capteur pour venir dire voici les différentes valeurs plausibles de voltage, sortie ici H de Z, en fonction des différentes particules. Donc, par exemple, pour X1, on s'attendrait à avoir la mesure Z1. Pour X2, on s'attendrait à avoir la mesure Z2. Pour X3, on s'attendrait à avoir la mesure Z3, et ainsi de suite pour les 6 particules. Ensuite, on prend une mesure réelle. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est pour la mesure réelle Z de T, il y a seulement 2 particules, la 1 et la 4, pour lesquelles les mesures sont vraisemblables. Les autres mesures ici ne sont pas vraisemblables si on fait l'hypothèse, par exemple, que la variance sur notre mesure, elle est comme celle-ci. Vous voyez, ici, on est rendu à peu près à 3 sigma. Ici, on est rendu à 6 sigma. 3 sigma, 6 sigma, c'est essentiellement 0 pour une distribution normale. Donc, les poids ici des particules, vous voyez, on va les mettre à jour. Donc, le poids de la 4, par exemple, j'ai mis 0.33 fois le poids précédent, 0.37 fois, 0.02 fois le poids précédent, et ainsi de suite.
Okay? Donc, je vais mettre à jour les poids. Et ici, on met les poids pour W3, 5 et 6. Essentiellement, sont 0 et à tout fait pratique pour deux aussi, le poids va être 0. Donc, ce qui se passe, c'est que ces particules-là, leur poids étant à 0, c'est comme si on les avait éliminées maintenant de notre distribution. Pour ça, j'ai mis une petite pierre tombale. Et il nous reste simplement deux particules qui ont des poids qui ont une valeur qui est essentiellement non nulle. Donc, c'est pour les valeurs de x1 et de x2. Donc, vous voyez, j'ai quand même des positions qui sont très éloignées une des autres, mais avec notre fonction de capteur non objectif, ces deux positions-là supportent quand même des mesures qui sont vraisemblables selon la mesure réelle obtenue. Donc, si vous voulez, c'est comme j'avais réduit mon espace d'hypothèses à seulement deux hypothèses, soit que je suis très proche ou très loin, ou à une distance moyenne de mon capteur. On fait un déplacement, disons, et ensuite, on va faire et chacune des particules va s'être déplacée d'une commande légèrement différente, parce que ça va être la commande réelle plus un bruit qui est pigé aléatoirement. Et maintenant, on refait la même chose. On va faire une mesure. Mais avant de faire la mesure ici, je vais simplement faire les deux hypothèses, donc Z1 et Z2, Z1 et Z4, qui correspondent à mes particules. OK? On a pris les mesures Z à l'instant T. Et maintenant, il y a une seule particule qui est capable de soutenir l'hypothèse, c'est la 1. Donc, la 4 va être éliminée. Donc, vous voyez ici, ce qui est important de voir dans l'illustration ici, bien que c'est un cas relativement simple, c'est un cas en une dimension avec un capteur non bijectif. Okay? Mais c'est la combinaison des mesures et des déplacements qui ont permis de lever l'ambiguïté sur la position du système. Et ça, c'est important. Quand on va vouloir faire de la localisation globale, on va faire un peu la même chose. Quand je vous parlais tout à l'heure, je vous mettais dans un sac, je vous téléportais dans un labyrinthe, par exemple, je vous déballe du sac, ben, l'idée, c'est pas rester sur place et de dire je prends un paquet de mesures, mais je me déplace jamais. Parce que vous allez avoir des endroits dans un labyrinthe que deux murs, un à côté de vous, ben, quand vous regardez votre carte, c'est à peu près partout pareil. Donc, c'est le fait de prendre des mesures et de vous déplacer qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous êtes capable de lever les différentes ambiguïtés. Donc, c'est vraiment le concept important ici. Les mesures, oui, mais aussi les déplacements vont nous permettre de briser les ambiguïtés. Dans ce cas-ci, c'est un problème simple. Avec un seul déplacement, j'ai réussi à lever l'ambiguïté. Vous allez voir que pour des situations plus complexes, des endroits qui sont très autosimilaires, ça va demander des trajectoires un peu plus complexes avant d'être capable de lever ces ambiguïtés-là. On va voir ici, donc, la situation d'appauvrissement. Donc, imaginez que j'ai un robot ici dans un corridor. J'ai un leader qui pointe vers l'avant. J'ai un leader qui pointe de côté, mais le leader de côté, on n'en tiendra pas trop compte. On va juste prendre le leader qui pointe vers l'avant, qui donne des mesures de distance. Puis, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait des déplacements avec un fil de particules, vous allez voir, il va y avoir un appauvrissement qui va se générer. Donc, vous voyez ici, à mesure que j'avance, vous voyez, il y a une particule ici qui a ramassé tout le poids W et les autres sont tombés à zéro. Donc, c'est une situation qui est très fréquente, ça. Après quelques itérations du fil de particules, une particule ramasse tout le poids, le reste, c'est zéro. Le zéro étant un élément absorbant, vous vous rappelez, donc quand le poids tombe à zéro, si vous multipliez zéro par une valeur non nulle, ben, ça reste zéro. Donc, c'est un des problèmes des fils de particules. Il y a cet effet-là de winner takes all. À un moment donné, il y a une particule qui ramasse tout le poids. Et essentiellement, vous tombez avec un filtre à une particule. Donc, c'est pas ce qu'on. Mais vous devez faire le calcul pour les autres, même si le poids est nul. Donc, c'est là qu'on va venir détecter cette condition d'appauvrissement-là, puis après ça, y remédier. Le critère d'appauvrissement qu'on utilise généralement, c'est celui-ci. Donc, on va simplement faire l'inverse de la somme du carré des poids. Puis ça va nous donner un nombre effectif de particules. Par exemple, si j'ai un quart pour chacune de poids pour 4 particules, ça veut dire que j'ai une distribution uniforme de poids W. C'est la distribution qui est la plus informative, si vous voulez. Puis lorsqu'on applique l'équation ici, vous voyez, j'ai mis un quart au carré, ça fait un 16e. On fait ça 4 fois, donc ça fait 4 16e. 4 divisé par 16, ça obtient quoi? C'est un quart. Donc, 1 sur un quart, ça vous donne donc 4. Donc, vous voyez ici, lorsque tous les particules ont exactement le même poids, le nombre effectif de particules est égal au nombre de particules. Mais à mesure que j'ai une concentration, c'est comme dans la société, il y a une concentration de richesse d'une personne. Vous voyez ici, j'ai une particule qui a 0,85, une qui a 0,05, une qui a 0 et une qui a 0,1. Vous voyez ici, le nombre effectif de particules est 1,36. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon fil de particules, maintenant, c'est l'équivalent de 1,36 particules. Donc,
j'ai perdu de la richesse de représentation, bien que j'ai quand même 4 particules. Donc, ce qu'on veut faire, c'est détecter cette situation-là et après ça, faire ce qu'on appelle le Simple Importance Resampling. Donc, on va rééchantillonner des particules à partir des particules qu'on a déjà dans notre filtre en fonction de leur importance. Leur importance étant définie par la valeur de leur poids. Donc, si je détecte cette condition-là, donc si le nombre de particules effectifs est en bas d'un seuil, ça peut être le seuil, typiquement, ça peut être la moitié. Disons que vous avez 40 particules, on va dire mettre le seuil à 20 particules. Donc, ça veut dire que j'ai plus de particules avec un poids non négligeable. Puis ça, c'est normal. Puisqu'à mesure, rappelez-vous, là, les particules, quand vous vous déplacez, elles ne peuvent que diverger. Donc, ça veut dire que les particules qui sont très, très loin de la position réelle, éventuellement, la fonction de vraisemblance va les faire baisser la valeur du poids à 0. Donc, c'est ceux-là qu'on veut, si vous voulez, c'est les particules en pourtour qui ont des poids W, c'est eux qu'on veut éliminer de manière, disons, gracieuse. On ne veut pas juste dire je coupe toute celle en bas d'un seuil. C'est pas gracieux. On veut quelque chose qui est plus gracieux. On va dire non, on va simplement permettre à tout le monde de se faire piger. C'est juste que la pige va être proportionnelle à la valeur du poids. Donc, on veut rétablir une nouvelle population de particules. Donc, c'est un échantillonnage avec remplacement. Donc, ça veut dire que quand je pige une particule, ça se peut qu'elle se fasse piger 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Et la probabilité de la pige de la particule, pour le rééchantillonnage, c'est la valeur de son poids. Donc, imaginez, par exemple, j'ai 10 particules. Ici, je ne les ai pas mis dans l'ordre de poids W, donc j'ai une particule qui a un poids relativement, disons, moyen ici, élevé, plutôt faible. La particule 6 c'est un poids très, très faible, et ainsi de suite. Lorsque je ferai l'opération de rééchantillonnage, je pourrais, par exemple, avoir ce tirage-là. Vous voyez ici, j'ai pigé une fois la particule 1, 6 fois la particule 2, c'est normal, c'est celle qui a la plus grande probabilité de pige, et 3 fois la particule 5. Notez comment les autres particules n'ont pas été pigées. Donc, ça veut dire que pour ces particules-là, eh bien, c'est fini. L'information, on les a éliminées de notre représentation. Mais notez bien, ça, ce n'est qu'un tirage. Ça se peut très bien que j'aurais pu faire un autre tirage, dans un autre univers, parce que vous avez fait tourner votre filtre à particules. Ça se peut très bien que vous ayez obtenu ce tirage-là, par exemple, ou ce tirage-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut que des particules qui avaient un poids non nul se fassent éliminer. Et ça, c'est le hasard. Parfois, c'est un peu déconcertant, mais l'adage le dit bien, le hasard fait bien les choses. Il faut idéalement toujours piger de façon non biaisée. Ici, dans le fond, sur les poids, c'est non biaisé. Quand je veux dire biaisé, c'est si vous aviez un algorithme qui disait je commence par toujours garantir à 100% que j'ai au moins une copie de chacune des particules qui ont un poids qui est non nul, puis après ça, je fais une pige aléatoire, ça pourrait induire des biais dans les estimations d'état, par exemple. Alors que si vous pigez au hasard complètement comme ça, vous n'aurez pas autant de biais dans les estimations. Donc, c'est important. Des fois, on a tendance à vouloir dire non, je veux mettre un petit heuristique parce que ça fait du sens, mais faites attention. Souvent, ces heuristiques-là sont plutôt dommageables que bénéfiques. L'algorithme de rééchantillonnage peut se faire de façon assez efficace. Là. Rapidement, ce n'est pas l'essentiel du cours ici, là, mais ça implique, par exemple, de trouver la somme cumulative des poids W. On va faire N plus 1 pige dans une distribution uniforme. On va faire un tri qui est en N log N. Et après ça, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le fond, on va voir l'estrier des poids des particules à additionner, si vous voulez. Puis après ça, on regarde voir où les piges ont été faites. On est capable d'aller rapidement faire les copies des particules. Donc, c'est très efficace comme façon de faire des piges. Donc, ce n'est pas un problème au niveau algorithmique de faire du rééchantillonnage. Donc, vous voyez ici, prédiction, simplement déplacer mes particules avec du bruit. La mise à jour se fait simplement en pondérant chacune des particules, le poids des particules avec la vraisemblance de la mesure en fonction de l'état. Après ça, on renormalise les poids et on fait un rééchantillonnage si le nombre de particules effectifs est en bas d'un seuil. Et voilà, c'est le filtre à particules. Vous voyez, il est nettement plus simple que le filtre de Kalman, mais rappelez-vous, c'est exactement le même principe. C'est les mêmes équations sous-jacentes, c'est juste qu'ici, on le fait par échantillonnage. Donc, vous voyez encore là, ici tous les mêmes équations que j'avais mis tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple à comprendre pour le conceptuel. Voyons maintenant des exemples. Et moi, ce que j'aime des filtres à particules, d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous faites, si jamais un jour vous avez besoin de faire un filtre de Kalman ou un filtre quelconque, les probabilités que vous fassiez une erreur en
en faisant les équations de votre fil de Kalman sont relativement élevées. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours commencer par faire un filtre à particules. Dans le pire des cas, là, vous allez piger 1 million de particules. Ça va prendre 10 minutes par itération, mais ce n'est pas grave parce que vous le partez vendredi soir puis vous récupérez vos résultats le lundi matin. Mais comme vous voyez, les équations sont relativement simples. Donc, commencez toujours par implémenter un filtre à particules. Puis après ça, quand vous avez bien maîtrisé votre problème, ça vous donne, si vous voulez, un peu une idée de ce que devraient être les réponses à votre problème. Là, vous pouvez vous attaquer après ça avec un fil de Kalman et vous comparez, voir si les réponses du fil de Kalman et du fil de particules sont similaires. Et si c'est oui, bien, vous savez que votre fil de Kalman est probablement. Et après ça, c'est sûr que là, on n'utilisera plus le fil de particules parce qu'il n'est pas très efficace. C'est son grand défaut. Mais moi, comme je vous dis, commencez toujours par un fil de particules. Ça se code en 10 minutes. Et vous avez essentiellement la réponse à votre question. Donc ici, pour notre problème, ça va être un problème de localisation. On va utiliser des balises. Donc vous avez la balise B1, B2 et la balise ici B3. Et les balises me donnent des distances, un peu comme un GPS si vous voulez. Lorsque j'interroge une balise, la balise va me dire ben, tu es situé à tant de centimètres de moi. Ce que ça implique donc, ça veut dire que, par exemple, la balise B2 ici, j'ai une mesure Z2 de distance, ça veut dire que le robot se situe quelque part sur l'arc de cercle ici. Même chose pour Z1 et pour Z3, donc j'ai l'arc de cercle ici. C'est sûr que je pourrais résoudre le problème à l'aide d'une méthode géométrique. Par contre, la méthode géométrique ne me donnerait pas la diminution de précision. Il faudrait que je fasse des jacobiennes pour retrouver en fonction de l'incertitude sur les mesures Z, quelle est l'incertitude sur la localisation, et ainsi de suite. Donc, c'est là que ça devient complexe. Alors qu'ici, bon, on va le faire avec un filtre à particules. Vous allez voir, c'est très, très simple. On va juste dire que ma mesure, elle est bruitée avec un bruit gaussien. Et on voit ici donc la variance. La variance de mon bruit, c'est celle-ci. Donc, on voit que la probabilité d'avoir la mesure Z, sachant la position X, ça va être donc le proportionnel à l'exponentielle ici, là, que l'exponentielle gaussienne. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la distance entre la balise et notre hypothèse moins la mesure au carré. Donc, c'est l'équation gaussienne standard. Et on a donc nos particules ici. Donc, j'ai commencé le problème. J'ai initialisé toutes mes particules à un endroit particulier, là, juste pour faire ça à la position réelle, juste pour simplifier le tout. Puis après ça, j'ai fait donc une itération de déplacement et une itération de mesure. Donc ici, vous voyez ici, mais j'avais aussi fait l'hypothèse que je connaissais donc XY, mais que l'angle θ était inconnu. Encore là, ça retombe, si vous vous rappelez, j'avais parlé de la situation où on avait des mesures incomplètes. Clairement, la balise 1, 2 et 3 ne me donnent aucune mesure d'angle. Vous allez voir, on va retrouver l'angle, la direction du robot. On fait l'hypothèse que là, c'est un robot là, avec par exemple la roue, c'est-à-dire que le robot se déplace dans la direction que le robot pointe. Là. Donc, j'ai saisi mes particules au hasard pour l'angle, mais X, Y, je les ai mis à la valeur réelle. Et là, j'ai fait un déplacement. Et après ça, j'ai fait un round de mesures. Donc, j'ai pris les mesures Z1, Z2 et Z3. On voit ici donc le résultat de ce qui se passe après avoir fait tourner le filtre à particules une fois. La couleur, donc vous avez ici des particules qui sont foncées, vous avez ici des particules qui sont claires. Donc, les particules qui sont claires, ils ont un poids W faible. Et ceux qui ont un poids foncé ont un poids relativement élevé. Et ce qu'on voit, et le cercle ici, là, ça me donnait dans le fond la contrainte qui correspond à la mesure. Et en vert ici, ça va être la moyenne pondérée pour les positions et pour l'angle. Vous voyez ici, la position réelle, si je me souviens bien, c'est en rouge ici, puis le robot pointe directement dans l'axe des X. Donc, vous voyez déjà, avec une itération, mon filtre à particules, 3 mesures, j'ai déjà un estimé de la position qui est quand même pas pire. Et ça nous permet aussi de bien comprendre que fait un filtre bayésien. Vous voyez ici, au début, j'ai commencé, toutes mes particules étaient situées ici. Et j'avais des particules que j'avais initialisé l'angle dans cette direction-là. Donc, nécessairement, lorsque j'ai fait la partie déplacement, la particule a dû se déplacer dans cette direction-là, qui va dans le sens inverse du vrai robot. Donc, clairement, ce qui va se produire, c'est lorsque les mesures nous disent que le robot s'est déplacé vers la droite, bien, toutes les particules qui se sont déplacées vers la gauche, leur poids va diminuer. Et ces particules-là correspondent à des hypothèses pour lesquelles la direction du robot, le heading, pointait dans le sens inverse de l'axe des X, qui est la mauvaise hypothèse. Donc, vous voyez ici rapidement, ce qui va arriver, c'est que le système bayésien va automatiquement éliminer toutes les hypothèses qui pointent dans la mauvaise direction très, très, très rapidement pour ne conserver que les hypothèses qui pointent à peu près dans la bonne direction. Et plus ça va aller, plus la précision de l'estimé de l'angle du robot va se raffiner à mesure que
De plus en plus, les mesures confirment les hypothèses qui pointent dans la bonne direction. Donc, que ce soit le filtre de Kalman ou le filtre de Kalman étendu ou le filtre de particules, c'est ce que Bayes vient faire, c'est qu'il élimine les hypothèses qui, au fil du temps, n'arrivent pas à être expliquées par les mesures qu'on obtient. Donc, c'est vraiment ce concept-là qu'il faut vraiment saisir dans le filtrage de Bayésien. C'est que les hypothèses, si les explications ne soutiennent pas les hypothèses, on élimine ces hypothèses-là. Vous voyez ici, après 2 déplacements, les particules qui pointaient dans la mauvaise direction se sont fait éliminer par le rééchantillonnage. Et ce qui nous reste, essentiellement, on voit que les poids élevés, c'est les particules qui pointent dans la direction est similaire à la direction réelle du système. 5e déplacement, encore là, vous voyez, il n'y a presque plus de particules. On a vraiment une concentration très élevée, et à la position et à l'angle.